c'est pas cadeau. Sur moi, c'est grâce TV, la honte. Sur le chemin de ma... Elle est décédée en... Elle avait 47 ans. Elle est née en 1960. Et qu'est-ce qui fait la particularité de cette dame? Oui, bonjour Gracia. Bonjour. Alors, c'est comment? Ça va bien. Ouais. Alors, aujourd'hui, on parle de Katusha Nyen. Et habituellement, dans Mémoire, on parle de ceux qui ont ces personnalités noires-là qui ont marqué l'humanité. Et depuis, on n'a jamais parlé d'une femme. Bon, on parle de femme, mais on n'a jamais parlé d'une femme qui est dans le monde de la mode. Et habituellement, on parle de scientifiques, on parle de religieux, on a parlé de musiciennes, on a parlé d'hommes politiques. Et pourquoi ne pas faire le pas vers le monde de la mode, parler de Katusha Nyen, cette dame-là qui fut l'une des premières top modèles noires à s'imposer comme égérie chez Yves Saint Laurent, c'est un exemple, dans le monde de la mode. Et elle est la fille de Djibril Tamsi Nyan, l'écrivain guinéen. Elle est née en 1960 à Conakry, en Guinée. La capitale guinéenne. Elle est donc la fille, comme je l'ai dit. Elle va vivre l'époque de Sékou Touré. Vous savez, Sékou Touré, c'est pas à tort ou à raison, on dit qu'il est dictateur et il s'impose dans son pays. Alors son père étant recteur à l'université là-bas en Guinée, était en difficulté avec Sékou Touré, donc il fallait partir pour sauver un peu sa famille. Bon, le plan serait ourdi de façon que s'ils partent d'un coup, on saura que cette famille est en train de prendre la clé des champs ou la poudre d'escapette. Et il y a une méthode qu'ils ont utilisée, c'est sa tante qui est au Mali, qui est guinéenne mais qui vit au Mali, qui revient lors d'un match Mali-Guinée. Et cette tante va revenir à Conakry comme supportrice de l'équipe de Mali. Et là, elle va retourner, lors de son retour, elle emporte avec elle dans ses bagages la petite Katusha Nyen qui va se retrouver à Bamako avec cette tante-là. Donc c'est après que les parents vont rejoindre. Donc elle part à Bamako à 9 ans, donc en 1969. Et elle va arriver à Bamako, elle va faire ses études là-bas. Elle va grandir, elle va faire pratiquement 4 ans à Bamako, arriver à l'âge de 12 ans. Elle sera victime de viol d'un de ses oncles. Voilà, qui va vraiment marquer Katusha Nyen toute sa vie. Elle va quitter alors après l'incident en question pour retourner à Dakar. À Dakar où l'attendaient ses parents qui ont finalement trouvé un moyen de quitter le pays clando pour se retrouver la famille Tamsi Nyan donc à Dakar. Et c'est à Dakar qu'elle va faire pratiquement une grande partie de ses études. Elle-même va être dévoilée au public par un magazine américain plutôt, qui va prendre une première vue de cette fille-là qui va être lancée comme égérie pour plusieurs marques en Europe. Et donc, à 17 ans, elle prend la première vue et qui va être affichée dans un magazine américain. Mais à 17 ans aussi, elle va tomber, elle va avoir une grossesse, elle va avoir sa première fille, Annie, à 17 ans. Donc elle va être victime suite au viol, à la dictature, elle sera victime de mariage forcé parce que, bon, aujourd'hui on pense que c'est un mariage forcé pour ceux de la religion musulmane qui trouvent qu'elle ne peut pas, paraît-il, pour que l'enfant puisse recevoir la bénédiction, ou on appelle ça comment, quand on filmait, donne-moi le mot là, pourquoi filmer on met au monde un enfant, le 8e jour, il y a sortie d'enfant et baptême. Voilà. Oui, et vous appelez filmer celui qui fait le baptême pour les enfants. Filmer, je ne savais pas. Hein? Ah, d'accord. Ok, d'accord. En 2020, je vais vous inviter. Donc, sortie d'enfant et baptême. Et donc, cette cérémonie ne pourrait se faire sans que les parents ne soient mariés.
Donc on a dû forcer la Katusha en question se marier avec ce monsieur. Donc c'est pratiquement ça bien en Afrique. Oui, elle est enceinte de quelqu'un, et naturellement, il faut qu'elle épouse cette personne-là. Mais pour elle c'était un mariage forcé. Voilà. Oui, c'est ça. Oui, bon. C'était un mariage forcé. Et qu'elle n'acceptera pas. Même si elle aimait le cas, mais n'était pas prête, elle ne se voyait pas se marier à l'époque, malgré qu'elle a eu un enfant avec eux. Et donc elle va partir de Dakar après la naissance de l'enfant pour retrouver Paris. Et c'est à Paris que le boom du top modèle va être reconnu. D'accord. Et donc, et quand elle est devenue top modèle, qu'est-ce qu'elle a fait? Alors, quand elle devient top modèle, elle commence sa vie d'abord, comme je l'ai dit, de top modèle dans un magazine américain qui va l'afficher au monde. Et donc, elle va retrouver Paris, elle rêve toujours des tops. Et quand elle va arriver, elle va commencer par les petites scènes avant de se retrouver chez Yves Saint Laurent comme égérie. Elle va prendre la place d'une... C'est un peu controversé, on dit qu'elle est togolaise, Rebecca Yoko, qui est la première pratiquement à être africaine sur les scènes de stylisme en Europe. Et cette dame-là va laisser sa place à Katusha, et Katusha va faire beaucoup de fureur, elle va être reconnue. C'est vrai qu'il y a scandale et paillettes qui sont tout autour, mais elle va être rapidement égérie, elle va s'imposer, bien qu'elle était noire, parce que ce n'est pas donné dans ce monde-là, le monde du stylisme et de la mode, des top modèles, d'être noir et de s'imposer pour les défilés de mode. Vous dites aussi, vous avez appris qu'elle est aussi actrice. Oui, elle est actrice. Et elle écrit aussi des romans. Oui, elle est actrice, elle n'a pas écrit plusieurs romans, elle a écrit qu'un seul, une œuvre autobiographique qui parle d'elle-même. Mais elle a tourné dans un film. Bon, si on parle du film, on est à la télé, on peut voir la bande-annonce du film. C'est le film Ramata où on revient pour commenter. Ok, on attend. Il va falloir songer à nos noces de perles. À quoi? À nos noces de perles, chérie. Le mois prochain, ça fera 30 ans que nous sommes mariés. Tu as fait du chemin depuis ton village. Tu es devenue une femme riche, sans avoir semé. J'avoue que tu dois avoir une très bonne étoile, Ramata. Kau kira ada fire. Yang tu banyak tahu boy. Benar. Kemana kau masuk? Ya tu tema. Sama apa kau fare le? Oh la imal. Mau nak susu balik. Kau bawa. Masuk ke katan. Tai semuanya rela jam wallahi. Khair tu sebenarnya. Wallahi. Dah jawab. Combien pour les Almadies? 10 000 francs. Quoi? Tu me prends pour une touriste, quoi? Non, madame. Tarif de nuit. C'est propre derrière.
On a vu. Voilà, c'était l'extrait du film Ramata de Léandre Alain Baker, le réalisateur de ce film en 2008. C'est elle, Ramata, dans le film? Oui, c'est elle. C'était principale. Katusha Niane qui était l'actrice principale, Ramata, la dame qui incarnait cette dame-là. Et ça a tourné en quelle année? De 50 ans, en 2008. En 2008. Donc quelques instants, quelques années, mois avant son décès. Donc dans le film, on parle d'une dame de 50 ans, d'une grande famille qui va vivre sa vie avec un jeune homme. Elle va rencontrer un jeune homme délinquant, mais qui est plus jeune, pratiquement de 25 ans qu'elle. Elle va tomber amoureuse. Et donc ça va créer tout ce qu'il y a comme conflit générationnel entre elle et sa famille, le garçon et elle. Donc voilà, c'est à peu près une peinture pratiquement de l'Afrique dans ce film-là. Voilà. D'accord. Et vous avez aussi appris qu'elle est activiste. Elle a ardemment lutté contre la mutilation génitale, pour ne pas dire l'excision. Oui, et j'avais dit qu'elle avait, à 9 ans, elle a connu l'excision, et chose qu'elle va toujours... Le viol aussi. Viol, excision, manière forcée. Donc ça fait quelques panoplies de mots. Le mariage forcé, c'est à 17 ans, pas à 9 ans. Oui, à 9 ans, puis ensuite 12 ans viol et 17 ans manière forcée. Donc ça va renforcer sa carapace d'activiste qui pratiquement toute sa vie va militer pour plusieurs causes, dont la lutte contre l'excision. Elle va même sortir son livre, qui va parler de sa vie dans le livre, mais elle emphase sur cette partie-là où elle a connu l'excision. Donc c'est un livre qu'elle va publier avec une de ses consoeurs, et elle va créer l'association KPLC, Katusha, pour la lutte contre l'excision, pour soutenir les filles et les femmes qui sont victimes de l'excision. Donc c'est avec son association qu'elle va faire des voyages dans les pays, elle va aller même jusqu'au Rwanda, dans l'Afrique de l'Ouest, dans l'Afrique centrale, dans les communautés où il y a ces pratiques-là et où ces pratiques continuent de faire du mal aux jeunes filles. Et il y a même une vidéo dans laquelle on la voit en train de parler au cours d'une interview sur sa lutte ou sa conception qu'elle a de l'excision. On peut suivre? Bien sûr. Mais j'ai hâte qu'elle le lise et qu'elle me dise ce qu'elle en pense. Je n'ai pas eu le courage de le faire. On ne parle pas de ces choses. Et en plus, je n'ai pas écrit ce livre pour qu'elle me présente des excuses, loin de moi cette idée. Mais j'espère qu'elle me comprendra. J'en tremble. On va pas pleurer toutes les deux. Ça va. Vous, en tant que mère, est-ce que vous en avez déjà fait avec vos enfants? Oui. Avec la petite dernière qui est anglaise, qui vit à Londres et qui est à 1000 lieues de comprendre ça. Elle a que 9 ans. Mais j'en ai parlé avec ma fille aînée. Et Alexandre, mon garçon, qui a lu les premières épreuves, était absolument horrifié. C'est pas facile. Mais encore une fois, je reviens sur maman que je ne blâme pas puisqu'elle a préféré le faire de façon médicale plutôt que de nous laisser charcuter par les grands-mères. Elle a quand même éduqué ma fille, parce que, comme j'en parlais quand je suis partie après ma fugue, ma fille a été élevée par ma mère qui ne l'a jamais excisée. Parce que c'était pas dans les mêmes conditions et qu'on était au Sénégal, dans un pays beaucoup plus
ouverts et où la pratique ne se fait que dans le nord, dans les régions Peul et autres. Voilà, voilà Katusha. C'est plein d'émotions. Hein. Très plein d'émotions. Voilà, la vidéo dit tout. Hein, la vidéo dit tout. On voit Katusha qui revit cette vie-là, ce passé douloureux de femme excisée. Et voilà, et elle en fera cheval de bataille jusqu'à 2008 où elle va tourner dans Ramata. Et puis après Ramata, elle n'a pas totalement joui de l'aura de ce film avant qu'elle meure. Elle va mourir à Boulogne-Billancourt. Je crois que c'est en France. Moi je ne connais C'est pas. en France. Il faut demander à un Français C'est en où se France. trouve Boulogne-Billancourt. C'est ça? C'est en France? Voilà. Vous confirmez? Ok, d'accord. En France. Vous confirmez aussi, d'accord. Il y a deux personnes qui confirment. Boulogne-Billancourt en France en 2008. Et elle va revenir d'une nuit bien arrosée. Elle dormait, elle avait comme maison une péniche. Péniche, c'est un bateau sur la Seine. Et elle va revenir, et puis on va se retrouver portée disparue. La nuit du 1er au 2 février 2008, on ne la retrouve plus. Après, elle sera repêchée, morte, noyée. Et ça va faire polémique. La polémique, elle est toujours là jusqu'à aujourd'hui. Pour certains, elle est tuée, elle est assassinée tout simplement. Pour d'autres, c'est qu'elle avait tellement picolé qu'elle ne maîtrisait pas. Et donc, il y a plusieurs versions. Il y a certaines versions qui disent que son sac et tout ce qu'elle a comme téléphone, le matériel de maquillage, tout ce qu'elle a pu faire, sa sortie, on a retrouvé ça dans le bateau et elle-même dans l'eau. Et qui disent que si en principe elle était tombée dès son retour, donc elle devait se noyer avec tout avec elle. Et donc il y a plusieurs versions. Elle n'est pas tombée dès son retour, elle est tombée peut-être après. Et qu'est-ce qui s'est passé après? Qu'est-ce qui s'est passé après? Pour une interrogation, il y a plusieurs versions. Et jusqu'à aujourd'hui, sa famille ne croit pas à un décès accidentel. Et la famille dont son père a porté plainte, ses enfants aussi porté plainte que jusque-là, il y a les enquêtes qui doivent être en cours. Donc on n'a pas encore on n'est pas établi sur les circonstances ou les décès. Mais pour la police, elle est morte accidentellement. Donc il y a encore peut-être toute enquête liée à ce que la famille a déposé plainte. Peut-être qu'on n'a pas trouvé de traces de violence sur son corps, peut-être. De toute façon, ça fait quand même 11 ans qu'elle est décédée. 11 ans qu'elle est décédée. Et jusque-là, la fin n'est pas encore élucidée. Pas totalement, mais ses enfants continuent. Il y a une de ses filles qui est devenue top modèle comme elle aussi, qui continue par pratiquement 8 ans après le décès de sa maman. Elle a monté sur la scène et elle fait de grandes choses aussi. Elle est très reconnue finalement. Katusha a donc une héritière derrière. Il y a même une vidéo dans laquelle on parle un peu de l'enquête autour de son décès. Vous voulez passer la vidéo, c'est ça? Je crois que vous devez suivre cette vidéo-là. Oui, je peux suivre ça après, ou vous voulez que je partage avec les téléspectateurs? Vous devez partager ça avec les En téléspectateurs. fait, vous m'obligez à partager cela. Filmer, c'est ça, on m'oblige, hein, donc si vous m'obligez, j'accepte, je suis la vidéo, on suit ensemble. Accident ou crime? Le 28 février 2008, le corps de Katusha Niane était repêché ici, dans la Seine, à Paris. Cela faisait 4 semaines que Katusha avait disparu. Elle avait 47 ans. Dans les années 80, elle avait été l'égérie des plus grands couturiers français, à commencer par Yves Saint Laurent. C'était une des toutes premières top modèles noires. Retirée des podiums, elle s'était depuis consacrée à la lutte contre l'excision. Pour les policiers, Katusha s'est noyée accidentellement. Elle est tombée de la péniche où elle avait élu domicile, la petite vitesse, amarrée port des Champs-Élysées. Il faisait nuit, elle avait bu. Mais voilà, ces conclusions ne satisfont pas la famille. Elle a demandé à Roland Dumas de porter plainte contre X pour homicide involontaire.
On ne peut pas totalement écarter l'hypothèse criminelle. Pour comprendre ce qui pousse l'avocat à porter cette accusation, il faut revenir à cette fameuse nuit du 2 février, au cours de laquelle Katusha disparaît. Il est 2 heures du matin. Katusha, en rentrant chez elle, c'est-à-dire dans la péniche, a enjambé une première fois un premier bateau. Elle a déposé son sac devant la porte du deuxième bateau qu'on a retrouvé intact. Première anomalie, pourquoi cette jeune femme a déposé son sac quand même, elle a été un petit peu plus loin, et là où elle aurait basculé, sans qu'on s'explique pourquoi, si ce n'est pas une malveillance ou une intervention extérieure, dans l'eau, et on n'a plus revu. Ce qui est très curieux, les clés, le matériel étaient intacts dans le sac. Or, il a plu cette nuit-là, et tout était sec à l'intérieur du sac. Alors ça pose une deuxième question. Si effectivement le sac était là depuis la veille, comment se fait-il qu'il était dans un état aussi sec qu'on l'a trouvé? C'est le premier mystère de l'affaire. Mais il en est un autre que l'avocat aimerait bien dissiper. Il a trait cette fois à la vie sentimentale de Katusha. L'ancienne top modèle était en train de se séparer de son compagnon, Laurent Cotte. La séparation, d'après ce que nous croyons savoir, était consacrée entre eux. Il y avait des scènes multiples, C'est un couple qui... comme souvent des couples un peu comme ça, qui battaient de l'aile, Enfin, qui était pas un bel exemple d'équilibre. Ils avaient des affaires ensemble en Afrique, des associations, notamment un restaurant. Ce restaurant, c'est le très chic Monte Cristo à Dakar. Les bruits les plus contradictoires circulaient. D'après la famille, c'était assez florissant. Et le compagnon aurait exigé dans la séparation d'avoir le bénéfice de cette entreprise, etc. Pour d'autres, c'était au contraire quelque chose qui battait de l'aile, qui n'allait pas très bien. Donc ça reste une question qu'il faut tirer au clair. Nous avons cherché à joindre Laurent Cotte, mais il n'a pas répondu à nos sollicitations. Il a été entendu par les policiers. Le jour de la disparition de Katusha, il était en Anglette, dans les Pyrénées-Atlantiques. Un sac à main abandonné sur le pont de la Péniche. Un restaurant à Dakar. 2 éléments qui méritent des investigations approfondies, mais qui ne suffisent pas, en l'état, à remettre en cause la thèse de l'accident. Le constat d'autopsie est formel. Katusha n'a pas été frappée. Katusha n'a pas subi de violence sexuelle. En revanche, elle était passablement éméchée. Et surtout, elle ne savait pas nager.